Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Quelques semaines après sa prise de contact avec plusieurs acteurs politiques, l'analyste politique d'Istella Moussou a décidé de rejoindre le bloc républicain. Sa déclaration a eu lieu ce mardi matin à Cotonou. Les membres du bureau exécutif national de l'UPNB 7e mandature ont été installés hier lundi à la Maison des médias à Cotonou. Zakiat Latoundi appelle ses pairs à œuvrer pour une contribution de qualité de l'Union. Ligue des champions féminines de la CAF UFOAB Espoir SC a perdu la 3e place contre Africa Sport d'Abidjan lors du match de classement du tournoi qualificatif. À suivre dans cette édition, l'analyse du technicien de foot Angenor Loukba. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau. Distel Amoussou, consultant média en communication et analyste politique, a fait une déclaration politique ce mardi dans un hôtel de la place. Au menu de cette déclaration, qui intervient après ses rencontres avec les responsables de plusieurs partis politiques, Distel Amoussou a annoncé la couleur de la tunique qui est désormais la sienne dans l'arène politique. Il est au micro de Anaël Do. C'est un choix bien pensé. C'est un choix libre. C'est donc en toute responsabilité que pour la suite de mon plaidoyer pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours chez nous, j'ai décidé d'intégrer le bloc républicain. Pour ce que ce grand parti politique est à mes yeux, et après avoir échangé avec les responsables au plus haut niveau de tous les grands blocs politiques de notre pays, le bloc républicain est en effet la réelle incarnation d'un parti national. Il est dirigé par un grand homme, pétri d'expérience, dont le parcours, la sérénité et le management forcent l'admiration, mon admiration. Je veux citer le secrétaire général national, le camarade Ablaye Biotchani. C'est un parti de braves et valeureux républicains, venant de tout et de partout, sans distinction de sexe, de race, d'obédience culturelle ou cultuelle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ou en doute pour avoir absorbé les poisons de l'intoxication, le bloc républicain est le seul parti au Bénin valablement présent et dignement représenté partout. Je vis au bloc républicain pour rester
mon moi. Mon moi que j'imposerai et qui sera respecté. Je vis au bloc républicain et que les instances de ce parti le retiennent. Je viens pour ma liberté de mobilité, de pensée, dans le respect de la discipline du groupe. Ceci dit, je voudrais que l'on sache que la lutte pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays ne sera pas une partie de plaisir. En réalité, les redoutables opposants de Patrice Talon sont encore et surtout dans sa mouvance. C'est envers et contre ces opposants dissimulés, camouflés et fardés que nous devons mener le plus farouche combat. Et je suis déjà prêt. Je fais le saut et j'invite tous ceux qui, comme moi, pensent à la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays à nous rejoindre. L'homme politique Distel Amoussou n'a pas manqué d'évoquer les raisons de son entrée en politique. Suivez ses impressions au micro d'Anaël Dou. Je ne viens pas en politique pour me dénaturer. Je resterai moi. Moi dans mon intégralité et la plénitude de ma posture. Je viens en politique pour apporter ce mien à la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Conscient qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, j'ai besoin de l'engagement et de la détermination des autres compatriotes qui pensent comme moi au sujet de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours sous le leadership du président Patrice Talon, mon mentor, mon modèle, sur qui je fais focus pour sa détermination à sortir le Bénin des dédales de la pauvreté et de la misère. Pour atteindre cet objectif, il est de besoin de prendre des décisions courageuses et d'engager des réformes révolutionnaires. Patrice Talon s'y met sans ménagement, non sans émotion. A dit vrai, ce passage est obligé pour notre pays. Il faut le reconnaître. Et beaucoup d'autres, dans les pays africains et sur d'autres continents, nous regardent. Ils nous observent. Nous n'avons donc pas le droit d'échouer. C'est pour la pérennisation des induits de ces réformes sur notre quotidien et notre avenir que j'invite tous les acteurs majeurs de la politique dans notre pays à la sécurisation de toutes ces réformes. Ces réformes, je le reconnais, sont perfectibles et chaque courant de pensée politique pourra les adapter, les moments venus, au prisme contextuel et avec ses lunettes idéologiques, sans jamais pour autant réussir à dézinguer ces réformes qui nous sont si chères. Nous avons pour obligation, de mon analyse, de transformer ces réformes en socle pour le développement de notre pays. Arrêtons donc de les considérer comme des réformes de Patrice Talon ou de son gouvernement. Il faut que tout le peuple béninois s'approprie ces réformes. Et j'ose le dire, nous avons besoin d'incruster certaines de ces réformes dans notre Constitution et de trouver
les outils et les mécanismes pour la préservation des autres aussi nécessaires qu'utiles. Afin de donner un sens à cette lutte, je me trouve dans l'impérieuse nécessité stratégique de faire mon entrée en politique. La 7e mandature de l'UPMB est installée depuis ce lundi 5 septembre 2022. Ce après l'Assemblée générale élective du jeudi 1er septembre dernier. À l'occasion, le président du Présidium a présenté aux participants le procès verbal de l'AG du 1er septembre, marqué par la composition des différents organes de la fêtière. Raphaël Bonou a invité Zakiat Latoundji et son équipe à œuvrer pour le rassemblement des acteurs des médias et à la mise en œuvre d'actions hardies pour redorer le blason de la presse béninoise. La présidente de l'UPMB a adressé sa profonde gratitude à l'ensemble des acteurs des médias pour la confiance qu'elle bénéficie à nouveau en vue d'impulser une nouvelle dynamique à l'Union. Zakiat Latoundji a invité toutes les parties prenantes au processus électoral à l'UPMB à mettre fin aux rancœurs pour renouer le fil du dialogue au fait de trouver des solutions concrètes aux nombreux défis auxquels le secteur des médias est confronté. Social Watch Bénin assiste 3 arrondissements, dont Zongué, dans la commune de Dangbo, pour implanter le budget participatif. Le forum communal a réuni les délégués des 3 communes, les autorités communales, les responsables techniques et représentants de la société civile pour la présentation des choix des populations. Les locaux de l'hôtel ont abrité le forum ce lundi 5 septembre. Carles Kitome pour le compte rendu. Les populations de 3 arrondissements de la commune de Dangbo se réjouissent au thème du forum communal qui marque la fin de leur intervention dans la préparation du budget participatif de leur commune. Les autorités communales promettent de combler leurs attentes. Nous avons cette année pour Dangbo pris en compte 3 arrondissements, Dangbo Centre. Nous avons pris en compte Gbeko et Zongué. Comme à Gbeko, vous savez, on a choisi donc de recharger, n'est-ce pas, une piste. À Zongué, ils ont choisi de faire la clôture de là où il y a les enfants, l'école maternelle de Zongué. Ici, à Dangbo Centre, ils ont choisi la voie qui quitte Serkam vers Dokome. Les chefs des arrondissements concernés sont satisfaits des résultats du forum communal. L'exercice a commencé depuis le mardi passé et c'était mon arrondissement qui a connu ce premier essai. Et à cette activité, il était question que la population elle-même, vivant les réalités, choisisse en priorité les infrastructures à réaliser. Alors, je crois, sous la conduite des techniciens de la mairie de Dangbo, nous avons pu réussir cet exercice. Les 3 arrondissements choisis s'engagent à accompagner le processus. Il est question qu'on dégage une personne par arrondissement juste pour veiller à ce que ce qu'on a énuméré soit respecté à la lettre. Le fait que nous sommes là pour que leurs appuis nous poussent également à évoluer dans le processus. J'en suis fier et je sais que nous allons tout mettre en œuvre pour les accompagner pour le suivi de tout ce qui a été énuméré. Les arrondissements de Zongué, Gbeko et Dangbo font ainsi l'expérience du budget participatif, une pratique qui va s'étendre à d'autres communes dans les années à venir. En collaboration avec le ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et les partenaires sociaux, la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation et de la qualité organise les 8 et 9 septembre prochains les journées pédagogiques nationales de réflexion et de concertation des enseignants, contribuer à l'amélioration de la gestion pédagogique dans les enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Tel est l'objectif de cette journée
journées de concertation. Notons que ces journées offrent aux acteurs du système éducatif un cadre de réflexion, de concertation et d'échange sur les thématiques formulées à partir des enjeux et défis identifiés, au fin de proposer des solutions idoines et réalistes. Quelque temps après la libération de Rakodji et le relogement des populations d'Egapi sur un autre site à Djefa, des rumeurs disent que toutes les personnes d'Egapi n'ont pas été relogées. Le gouvernement, par le biais du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, a réagi pour apporter des clarifications, ce à travers un communiqué. Selon José Didier Tonato, les supposées 200 personnes qui ne seraient pas recasées ne sont pas des oubliés du relogement et toutes les familles sinistrées répertoriées ont eu un accompagnement de l'État. Elles ont été toutes installées sur le site de Djefa. Ainsi, pour le gouvernement, ces supposées 200 personnes laissées en rade ne faisaient pas partie des populations lors de l'opération de recensement. En tout état de cause, le gouvernement en appelle à la responsabilité des intéressés et invite à cesser de répandre des allégations mensongères dont ils pourraient être appelés à répondre. Dans un communiqué en date du vendredi 2 septembre dernier, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT a informé que des travaux sont en cours pour la mise en service des cartes de permis sécurisés. Cette annonce du directeur général par intérim de l'ANAT, Alain Hinkati, a fait l'objet de commentaires. Gilbert Wessi, vice-président de l'ONG Sécurité environnementale, sociale, alimentaire et routière César et promoteur de l'auto-école Le Savoir, a apporté des clarifications, des éléments de réponse à cette question. Il est au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. En cas de permis sécurisé, son utilité d'abord, je dirais que ce serait plus facile à garder sur soi par rapport à l'autre cadre qui était à carton et à 3 rabats, un peu plus large, comme vous comprenez. Et ce serait comme des cartes bancaires, des cartes biométriques faciles à garder sur soi. Ça fait un. Et secondo, il y aura plus de renseignements sur le permis biométrique sécurisé, puisque désormais il y aura le groupe sanguin de l'usager là-dessus, son numéro de téléphone et un code de QR qu'on peut utiliser pour vérifier l'authenticité du permis à tout moment. Donc je vois que ces 3 avantages sont très importants. Normalement, sur toute pièce que nous devons porter sur nous, le groupe sanguin est très utile. Pourquoi? Parce que en cas d'accident, les usagers ou bien le blessé peut perdre beaucoup de sang. Maintenant, arrivé à l'hôpital, avant d'aller lui faire le test pour voir si c'est de tel groupe, ça fait un peu de perte de temps. Déjà avec sa carte dans sa poche, on sait qu'il est de groupe B ou bien n'importe quel groupe et facilement on peut lui faire une transfusion. À cause de ça, souvent, il y a des groupes sanguins qui sont sur des cartes. Et ça peut être ramené maintenant sur la carte biométrique du permis de conduire, la carte sécurisée. Dans une décision prise par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya, plus d'une centaine de policiers républicains ont été radiés pour violation du code d'éthique et déontologique. Certains parmi eux ont été sanctionnés pour des actes liés à la corruption, notamment pour avoir rançonné et estorqué des fonds chez des usagers. Questionnés à ce sujet, plusieurs citoyens de la ville de Cotonou demandent clémence auprès des décideurs. Ils sont au micro de Francis Farami. Souvent, les policiers dans les faits, dans les agglomérations, si vous êtes en infraction, ils vont vous arrêter. Et quand ils vous arrêtent, c'est souvent les usagers même qui commencent à négocier avec eux. On ne peut pas dire directement que c'est les policiers qui rançonnent souvent les gens. Mais c'est les usagers qui commencent d'abord par négocier avec eux. Parce qu'eux aussi ils savent qu'ils ne sont pas en règle, quoi. Le travail des policiers, bon, il paraît que nous les aimons là, mais certains ont mal conduit, mais certains n'ont pas mal conduit, mais quand même, ils nous arrêtent. Quand ils nous arrêtent, on pose la question,
de savoir quel problème nous avons et à dire que de venir, de la poursuivre. Ah, quand tu n'as pas au moins quelques sommes ou bien 1000 francs, 2000, bon, on te dit d'aller au trésor. Bon, et nous donnons merci. Bon, nous merci quand mais bon doit acheter doit. Même les copains pombo doit même quoi, nous c'est vrai, doit mais bon les dossiers mais aussi côté de ben donne des quand quoi. Mais de côté donc pas mis les mais on était de feu le surtout et donc vous les mêler mando bloqué quoi puisque non comment dire et non il y a deux mêler quoi bon le feu le même il y a deux mêler on nous est quand donner bon mais vous lui aller à l'hôpital mais vous le fait quelque dans le dossier rayon et kasi et donner à policier mon ici mettre over sous parce que policier ou lui me dire sur on va négocier la policier là quoi donc ni pas d'orami donc et policier sur on va comment d'orami tu comprends ça donc fier pour dans la pont il quelqu'un beaucoup puis beaucoup combat parce que mais les famille et de famille bon moi chômage n'a bien toi mais le chômage n'a support toi mais ça fait un peu pitié. Pourquoi? C'est des Béninois comme nous, ce sont nos frères, ce sont nos grands frères. Et ils ont derrière un homme qui est debout dans le pays, il y a toute une famille qui est derrière lui. S'ils ont été radiés, ils ont des familles, c'est-à-dire la femme, les enfants et tous ceux qui bénéficient du fruit de leur travail. Pour les radier, comment les radier, ça peut créer encore d'autres problèmes. Qu'est-ce que c'est ce problème-là? Les policiers qui sont radiés, s'ils seront enfamés, on peut penser autrement pour autre chose. Pour un cas qui est dangereux. Parce qu'ils ont formé. Ils ont les armes quelque part. Quand ils ne trouvent pas à manger, ils peuvent commencer à penser autrement comment ils vont faire pour manger. Ça là, la radiation peut amener un problème dangereux. Et nous allons demander au chef du gouvernement de penser autrement pour régler la situation. Ça va augmenter le taux de chômage. Puisque la personne qu'on avait obtenue pour une fonction ou bien un travail là, si on la radie comme ça là, c'est pas bon. Parce que c'est un chômage qui s'augmente sur la population. Les familles vont rester comme ça, ne pas manger, quoi là. Vraiment, ça va causer beaucoup de chômage. Moi, je pense que si on peut trouver d'autres mesures pour pouvoir régler leurs problèmes, ça serait mieux. Nous avons une inflation, mais on peut essayer d'arrêter parce que à ce temps, donc on met tout les soirs maintenant. Nous avons pas positionné nos domiciliaires maintenant. Tant qu'on a arrangé les rétroviseurs à contrôler. Nous avons positionné en tant qu'on a arrangé tout les. Spiritualité dans cette édition au Bénin, nombreux sont ces citoyens qui, pour organiser tout type de cérémonie ou d'événement, se réfèrent au calendrier traditionnel lunaire qu'on appelle Faisan ou Fécamp, ce afin de choisir la bonne date. Maître Yazel donne son avis au micro de Jacques Marion d'Almeida à ce sujet. Faisan. En fait, quand on parle de Faisan, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit bonjour, mauvais jour. Alors, la première question qu'on pourrait se poser est celle-ci. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, pourquoi devrait-il créer de mauvais jours? Et chaque fois que je vais aborder ce terme-là, je pose une question. Le couteau est-il bon ou mauvais? Généralement, quelle est la réponse que je reçois? Pour certains, le couteau est bon. Pour d'autres, le couteau est mauvais. Là, je rigole et je dis, personne n'a raison. Puisque, en réalité, le couteau n'est ni bon, ni mauvais. Le couteau est tout simplement neutre. C'est plutôt celui qui fera usage du couteau qui sera bon ou mauvais, puisqu'il va s'en servir alors pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc, en réalité, ce n'est pas le couteau même qui va faire quelque chose. Donc, le couteau est neutre. Il y en a du même exactement pour cette histoire de bons jours et de mauvais jours.
Aucun jour n'est bon. Aucun jour n'est mauvais. Il nous revient, à nous les hommes, créés à l'image de Dieu, donc très puissant. Ok? Il nous revient donc de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. C'est de ça qu'il est question en réalité. C'est vrai que nos aïeux, nos grands-papas ont eu à subir, à affronter la nature, à vivre des événements heureux comme malheureux. Et de par leurs expériences d'entre-temps, ils ont eu donc à déterminer certains jours. Vous voyez bien, on parlera par exemple des 9 jours de faisans, parce qu'ils ont eu à créer 9 jours. Puis ils ont vu qu'à un moment donné, ils étaient confrontés au problème de maladie. Vous voyez? Et là, ils ont peut-être eu recours à un vaudou pour avoir la guérison. Vous voyez? Ainsi de suite. C'est là que vous allez, ou bien ils ont eu recours peut-être au Fa pour comprendre certaines réalités. C'est alors qu'ils vont définir donc certains moments qu'ils vont appeler jour. Fa, Azon, Rein, Ya, vous voyez, Faux. Bon, voilà à peu près bien. Vous savez, entre-temps, la conscience humaine n'était pas encore très évoluée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère du Verseau. La conscience a beaucoup évolué et la vérité qui était cachée donc, commence par se faire prévaloir. Donc, et quand vous prenez par exemple ceux qui parlent des 45 mauvais jours de l'année, par exemple, ben, demandez-leur d'où est-ce que ça vient. On dira peut-être que Dieu s'est fâché à un moment donné pour punir toute une région, fait périr la région peut-être avec de l'eau ou bien avec du feu. Vous voyez, la question qu'on peut encore se poser est que est-ce que Dieu se fâche? Mais pourquoi se fâcherait-il? Bon, en réalité, Dieu ne se fâche pas. Ça, c'est encore notre débat. Vous voyez, et il vient des moments où un jour qui est Fa, donc supposé bonjour, dans les 45 mauvais jours de l'année, ce jour va se révéler mauvais. Maintenant, on va rester de quel côté? C'est-à-dire le même jour est révélé par le Fa, bon, et le même jour est révélé par la Bible, mauvais. Alors que c'est le même jour. En réalité, je vous le répète, aucun jour n'est bon, aucun jour n'est mauvais. Mais l'homme que nous sommes, créés à l'image de Dieu, nous avons la possibilité de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. En sport, le championnat national féminin de rugby à 7, couplé avec la Coupe de l'Indépendance, a connu son verdict final avec le Graal des Buffles de Parakou le samedi 3 septembre dernier sur la pelouse synthétique de l'UAC. Au terme de la finale, la fédération a procédé à la remise des lots des meilleures équipes. Colomboussou pour le point. Le championnat national féminin de rugby à 7, couplé avec la Coupe de l'Indépendance, est désormais conjugué au passé. Après une longue journée autour de la balle ovale sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, le samedi 3 septembre 2022, les Buffles de Parakou s'offrent le Graal en finale en venant à bout des loups-garous d'Avrancourt. Ils ont survolé la séance des tirs au but sur le score de 5-0. Positionnées 3e lors de l'édition passée à Avrancourt, les filles du Septentrion ont vaillamment atteint leur objectif. Trophées, médailles et enveloppes financières ont été distribués aux meilleurs. Aminatou Margobi et ses coéquipiers remportent le trophée de l'édition 2022 du championnat national de rugby à 7, couplé à la Coupe de l'Indépendance. Les loups-garous 2e repartent avec un trophée et des médailles. Et les dauphines de Cotonou, tenantes du titre, s'adjugent la 3e place. À l'issue de la remise des lots, quelques acteurs ont livré leurs impressions. On a donné tout dans les matchs, au niveau du match demi-finale. On a fait tout parce qu'on les a dominés. Donc disons que c'est la chance qui n'a pas été de notre côté cette année. Notre jeu était occupé. On n'était pas le voyez quoi. Il n'y avait pas la profondeur. C'est pour cela qu'on n'a pas allé
manière de m'apprendre à travailler encore. Si mes joueurs étaient beaucoup derrière, il restait comme une minute. Et puis au niveau du physique, l'année passée, on était troisième. Vous voyez, et cette année, la deuxième. L'année prochaine, selon Diane Pati, responsable de la section féminine du rugby au Bénin, cette activité sportive est en pleine expansion. Aujourd'hui, franchement parlant, pour ne pas vous mentir, j'ai été émerveillée par l'amélioration de beaucoup de clubs, surtout beaucoup de joueuses. Il y a même un club que je ne vais pas nommer, que je ne pensais pas à retrouver à ce niveau-là. Ils sont tout le temps derniers, avant-derniers, mais aujourd'hui, je les compte parmi les 3 premiers du championnat. Je suis contente. Faustin Darito, président de la Fédération béninoise du rugby, a pour objectif le développement de la discipline. Le rugby béninois a de l'avenir. Je vois la motivation, la détermination et puis aussi chaque année on voit de nouveaux talents se révéler. C'est plutôt encourageant. Donc nous allons continuer les efforts pour développer le rugby sur dans les 12 départements du pays. C'est ça qui est un peu nos objectifs. Et puis également s'organiser pour que cette année on puisse avoir l'affiliation à World Rugby. Une compétition qui a permis de détecter de nouvelles filles capables de défendre les couleurs nationales pour les challenges à venir. Espoir FC de Cotonou a terminé 4e des éliminatoires de la zone UFOAB de la Ligue africaine des champions Yamoussoukro 2022. Les Amazones ont perdu le match de la 3e place contre Africa Sport d'Abidjan. 0 but à 4 à cette première participation à une compétition continentale. Les doubles championnes au titre du Bénin ont alterner le bon et le moins bon face aux équipes les plus expérimentées. Ogenor Loupa, technicien de football et consultant de l'UFOA, a commenté la prestation d'Espoir FC à la fin du match de classement. Ça a été un match assez intéressant parce que le niveau a été relevé au niveau du Bénin. À un certain moment, il faut reconnaître que l'Africa était totalement en doute, surtout la première mi-temps. Je me souviens qu'on a joué plus d'un quart d'heure, voire une vingtaine de minutes dans le camp de l'Africa. L'Africa n'a pas pu sortir. Je ne sais pas quelle stratégie qui a été mise en place, mais j'ai plutôt noté la grosse qualité psychologique de l'équipe de l'Espoir. Cette grosse qualité psychologique-là qui était de se battre, qui était de se rattraper par rapport à tout ce qui s'était passé auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Il s'est passé qu'elle a joué 3 matchs, elle a fait 2 grosses défaites et puis un seul match gagné. Elle s'est certes qualifiée pour les demi-finales, mais les résultats étaient tels qu'on ne vendait pas vraiment sa peau. On ne vendait pas vraiment sa peau assez cher dans ce match qui allait avoir lieu, cette demi-finale, cette petite finale. Alors elle a relevé vraiment le jeu. Et puis je pense que peut-être qu'elle a été un peu essoufflée au niveau de la deuxième mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, elle est totalement rentrée en dedans. Elle avait peut-être besoin encore de support. Et puis bon, voilà, les buts ont commencé à venir. Particulièrement, je voudrais parler de la gardienne qui alterne le bon et le moins bon. Surtout au niveau des balles transversales. Elle a du mal quant à l'appréciation des transversales. Et à ce niveau, je pense qu'elle doit beaucoup travailler. Mais c'est une bonne gardienne parce qu'il y a du potentiel. Parlant de son milieu de terrain et particulièrement Nkoum, je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Bon, l'entraîneur saura peut-être l'expliquer. Je ne sais pas si en conférence de presse cela a été l'objet d'une question. Mais je n'ai pas trouvé vraiment nécessaire de la faire sortir particulièrement. Et je n'ai pas vraiment compris ce remplacement. Dans l'ensemble, il faut dire que ça a été une équipe qui a joué. Surtout, elle s'est bonifiée, elle s'est reprise, je dirais, sur le plan psychologique et c'était vraiment assez intéressant. Par contre, l'Africa était sur une dynamique de victoire après avoir joué 3 matchs, dont 2 victoires et 1 nul. Un nul de 1-1, mais qui termine bien sûr par une défaite au tir au but. Elle était quand même sur une dynamique de victoire. Elle avait déjà marqué 9 buts dans ce tournoi. Elle a eu à 3 reprises, 3 voire 4 fois les meilleures joueuses des matchs. Et donc, statistiquement parlant,
elle avait tous les avantages qu'il fallait et je pense que c'est ce défi-là qu'elle a essayé de relever et elle s'est permis aujourd'hui de pouvoir battre l'équipe de l'Espoir du Bénin. Je ne dirais pas facilement, mais surtout en deuxième mi-temps, elle a mis le pied sur l'accélérateur pour pouvoir faire la différence. Donc je pense que ça a été un super match, on a été gratifié quand même d'un match au-delà de la moyenne, c'était vraiment super, c'était bien. Et j'espère que l'équipe de l'Espoir reviendra beaucoup plus forte. Je pense qu'elle a juste besoin d'organisation, elle a juste besoin de beaucoup plus de discipline tactique, parce que sur le plan tactique, ce n'était pas aussi trop bon. Donc elle a besoin de beaucoup plus travailler tactiquement et physiquement, bien sûr. Je pense que d'ici l'année prochaine, dès qu'elle est là et que le travail a été fait, elle sera beaucoup plus coriace, beaucoup plus difficile à contourner. Bayelsa Queens FC du Nigeria s'est adjugé le ticket qualificatif de la zone FOAB pour la phase finale de la Ligue africaine des champions féminines Maroc 2022. Les Nigérianes ont dominé les Ghanéennes d'Ampem d'Arkoa FC 3-0 lors de la finale. La 12e édition du tournoi international des zones ouest et Centrafrique du tir à l'arc démarre ce mercredi 7 septembre au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Pendant 4 jours, une centaine de participants du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Togo et du Bénin vont se challenger pour le Graal dans plusieurs catégories. Les participants vont tirer à l'arc classique sur 70 mètres, à l'arc local sur 20 mètres et à l'arc classique sur 60 mètres chez les moins de 18 ans. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.